Bon, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ravis de vous accueillir sur cette session. Il reste des places devant, si vous voulez, pour les derniers. Il y a des petites places ici. On va parler d'observabilité. Et particulièrement, si vous êtes posé l'une de ces questions, c'est comment mettre en place une stratégie d'observabilité, ou bien qu'est-ce que je dois faire pour rendre mon quotidien un peu plus serein, moins stressant. Vous êtes à la bonne place. On va essayer de répondre sur ces questions-là aujourd'hui. Je suis Sébastien Duval, je suis architecte de solutions chez AWS. Je suis accompagné de Rodrigue. Bonjour à tous. Est-ce que mon micro est branché? Ouais. Bonjour à tous, je suis Rodrigue Kofi, je suis spécialiste solutions d'architecte chez AWS et je m'occupe des services observabilité. Et du coup, on sera avec Sébastien pour vous parler de ces services-là sur AWS. Ok. Alors, en parlant de stratégie d'observabilité, l'important, c'est de savoir où est-ce que vous êtes aujourd'hui dans votre organisation, dans votre entreprise, pour savoir quoi mettre en place. Donc, il faut s'appuyer sur des fondamentaux et savoir justement d'où on part. À partir d'où on part, il faut se poser également la question, pourquoi est-ce que je dois mettre une stratégie d'observabilité? Comment je dois le faire et avec quels moyens? Et on va couvrir ces 4 aspects, ces 4 piliers, à travers ce que l'on a créé chez AWS. Nos clients, généralement, vous nous demandez, on interagit très régulièrement avec vous, vous nous demandez des conseils prescriptifs pour savoir quoi mettre en place. Et sur ces stratégies, AWS a travaillé sur un framework, le framework du modèle de l'observabilité, qui va vous aider à vous positionner dans cette architecture et en termes de stratégie à définir. On va couvrir chacun de ces niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on en appelle l'observabilité dite fondamentale, le niveau fondamental. Au sein de votre organisation, vous auriez par exemple déjà du monitoring implémenté, mais du monitoring implémenté par équipe. Et les équipes ne se parlent pas forcément. C'est ce qu'on appelle du silotage. Silotage au niveau des équipes et silotage également au niveau des outils. Ça peut être également des outils qui sont distincts. On parle donc de solutions cloisonnées. À cette étape-là, les conseils que l'on va pouvoir vous donner, ça va être de fixer des objectifs qui sont réalistes, à savoir travailler déjà sur réalistes et on va dire facilement atteignables. Et vous allez définir justement comment, avec quels moyens humains et quels moyens de ressources, on va vouloir mettre en place cette stratégie-là. Pour aller aux deuxième étape, qui est dite la supervision intermédiaire. Là, vous avez commencé à travailler sur du regroupement applicatif pour travailler sur des outils communs de monitoring, sur des signaux que vous avez préalablement identifiés. Mais vous apercevez que dans la mise à l'échelle, il n'y a pas forcément de scalabilité. Et c'est justement un des points faibles de l'observabilité, c'est que l'observabilité doit être linéaire par rapport à votre business. Le business augmente, l'observabilité doit augmenter. Dans les faits, ce n'est pas forcément vrai. À ce stade, les recommandations que l'on va vous faire, ça va être de définir des KPI. Qu'est-ce qu'on entend par KPI? Ce qu'attendent aujourd'hui vos clients en termes de rendu de service. Le niveau 3 d'observabilité, dite l'observabilité avancée, là vous avez constitué au sein de vos organisations des équipes DevOps, des équipes en charge du déploiement, et eux-mêmes ont la responsabilité de prodiguer la bonne parole auprès de toutes les équipes de développement sur la stratégie d'observabilité à mettre en place. Tiens, tu vas mettre en place du monitoring à partir de Prometheus. Et voilà aujourd'hui ce que tu dois utiliser dans ton applicatif, parce que moi, DevOps, je prône la bonne parole pour aller mettre ça en place. Au niveau SLO, le niveau de service, niveau de qualité de service, vous répondez un petit peu, vous cochez la case d'avoir effectué ces travaux-là, et vos équipes vous aident à soutenir ce niveau-là. À ce stade, le niveau, ce que l'on va, pareil, vous recommander, ça va être de travailler sur l'automatisation à partir des AML. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce mot-là. J'ai pas dit GenAI, j'ai dit AML. Et travailler également à l'intégration de services complémentaires. Qu'est-ce qu'on entend par service complémentaire? Service complémentaire critique, ça va être tout ce qui va être la fiabilité de votre application, l'intégration de la sécurité qui peut venir compléter l'observabilité d'ensemble de votre applicatif.
Et enfin, au niveau AI/ML, vous allez travailler sur le dernier niveau, la proactivité, à savoir la réponse ou de la remédiation proactive par rapport à des incidents, vous aider un petit peu dans la, pas un petit peu, voire même beaucoup, dans la discovery de service pour faire en sorte que, en vision end-to-end, vous soyez capable d'identifier facilement un problème. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais je suis déjà à ce stade-là, qu'est-ce que je dois faire après? Est-ce que mon voyage, comme on aime bien le dire chez AWS, est-ce que mon voyage s'arrête là? Et l'observabilité n'est pas une destination, mais c'est un voyage. Et c'est un voyage dans lequel vous serez constamment à la recherche d'amélioration. Et tout nouveau projet sur lequel vous allez travailler, vos équipes vont développer, vont intégrer des nouvelles fonctionnalités, ça doit également aller de pair avec l'observabilité, rajouter des données supplémentaires à surveiller. Alors, vous allez me dire, tout ça, d'accord, j'ai compris où est-ce que j'étais en termes de niveau, je suis là, je dois aller là, mais concrètement, l'observabilité, pourquoi faire? Je vais vous raconter une petite période de ma vie, de manière très rapide, ne vous inquiétez pas, où j'étais en charge du run avant de rejoindre AWS dans une entreprise, et on était sur 4 régions AWS. Le matin, j'arrive, ça me représente soi-disant, mais le matin, j'arrive et j'avais évidemment une vision sur ce qui s'était passé, les déploiements à venir, les déploiements passés, et tout se passait bien. Et là, je reçois une alarme et on me dit, l'alarme sonne, il y a un problème. Et je suis un peu confus parce que pour moi, tout allait bien. Et l'alarme en plus sonne sur un problème qui s'était passé quelques jours auparavant. Et là, je dis, mais comment ça se fait que je n'ai pas été prévenu plus tôt? J'espère que mon ancien manager n'est pas là, parce que je suis toujours en bonne relation. Ludovic vient derrière moi, il me dit « Seb, c'est bon, là, t'as trouvé? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Évidemment, dans ces moments-là, on est un petit peu stressé, on en cherche. Et puis, comme je vous l'ai dit, 4 régions AWS. Donc, des logs, j'avais des onglets ouverts sur les 4 régions, à essayer de comprendre ce qui se passait, d'où venait le problème. Ludovic était toujours derrière moi. « Seb, c'est bon, t'as trouvé ?» De là, je dis, oui, attends, tiens, il y a peut-être AWS qui a fait une modification de quelque chose. Bon, non, toujours rien, des faux espoirs. De là, je me dis, tiens, on va augmenter les permissions de la... Il y avait du lambda, de les EC2. On va augmenter les permissions, il y a peut-être des choses qui ont été changées à ce niveau-là. Ça marche toujours pas. Là, en désespoir de cause, on regarde vraiment ce qui s'est passé dans les logs, une fois qu'on avait regroupé, qu'on avait lancé des greps sur les 4 régions, à essayer de chercher un petit peu d'où ça venait. On trouve l'origine du problème. L'origine du problème, c'était un problème d'ordonnancement de fichiers, quelque chose de purement basique. Et dans ces ordonnancements de fichiers, il y avait quelque chose qui était passé avant. Un problème qu'on aurait dû voir. On est content et on résout le problème. Alors vous allez me dire, bon d'accord, mais quel est l'aspect de supervision réactive? À ce stade, déjà 4 régions, log non centralisé ou données d'observabilité non centralisées. Donc c'était déjà quelque chose aujourd'hui qu'il fallait remédier, si j'avais pu remonter le temps. Et deuxième chose, c'est que l'observabilité, elle doit vous permettre de réduire ce cycle-là pour 2 choses. Un, pour en faire un cycle le plus court possible, parce que l'observabilité ne va pas vous aider à anticiper les problèmes, mais ça va vous aider à diagnostiquer le problème le plus rapidement possible. Et l'objectif, c'est de faire ce cycle court le plus rapidement possible. La deuxième chose, c'est que l'observabilité va vous aider à diminuer un peu ce stress-là, parce que ce stress, il se transmet aux équipes, et à un moment donné, soi-même et ses équipes, on a une certaine limite, et donc ça va aussi aider. Alors, est-ce que l'observabilité anticipe? Non, elle va aider à cette résolution des incidents, mais pas que. Je vous ai parlé un petit peu de stress, de propagation du stress. Elle doit surtout vous aider un petit peu à comprendre l'impact. Et qu'est-ce qu'on entend par comprendre l'impact? Ça va être de pouvoir mesurer la gravité de la situation, pour savoir quoi mettre en réaction. Exemple, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une alarme qui sonne, est-ce que je dois réveiller la Terre entière pour un problème qui concerne 1% de mes activités et sur lesquelles mes clients impactés ne sont pas en heure ouvrée, parce que ça concerne un autre time zone. Donc, basez-vous sur des données pour savoir si à un moment donné, vous devez créer et déclencher une alerte générale, comme dans le film Taxi, vous vous souvenez. Au final, l'observabilité doit s'appuyer sur vos clients. Posez-vous cette question, qu'est-ce que mes clients attendent? Pour savoir qu'est-ce que je dois mettre en place en termes d'observabilité. Voyons cela un petit peu à partir d'une petite démonstration. Vous avez un QR code, si vous voulez scanner. C'est une application, c'est un site qui est sur
qui est sur un de mes comptes. Et sur ce site-là, on a, alors ceux qui étaient là ce matin avec moi, j'en ai vu quelques-uns, enfin avec nous ce matin. Donc c'est un site d'adoption d'animaux et sur lesquels vous pouvez adopter un animal. Venez pas me voir en me disant je l'ai adopté, je l'ai pas reçu parce que ça reste du fictif. Et le principe un petit peu de la navigation, on va se mettre dans la place de mon collègue Rodrigue qui est à côté. Donc il veut adopter un animal, il a une fille, il a une épouse et il se dit tiens je vais adopter un animal. Donc il vient sur le site de mon association. Il voit qu'il y a des lapins, il y a des chiots, des chats, et il se dit, tiens, et puis sa fille lui dit, papa, mais je veux un petit chien, je veux un petit chien. Donc, hop, il sélectionne Puppy. Tu veux quelle couleur? Mais t'égale, je veux un petit chien, je veux un petit chien. Et donc, Rodrigue vient, se met à la place de son client. Qu'est-ce que son client veut? Sélectionne, et puis il me dit, tiens, je veux bien le petit chien avec le petit doudou, là, qui est tout mignon, là. Et donc, il va sélectionner ce petit chiot, il va l'adopter. Ça, c'est Rodrigue, ce qu'attendent vos utilisateurs en termes d'observabilité. Et on va comparer par rapport à ce que CEO, CTO dans l'entreprise va mettre en place. Il sélectionne ce petit chiot, il renseigne les données de sa carte bleue, ses données privatives que je n'ai pas mis de son adresse, etc. Et a commandé son petit chiot et va le recevoir. Alors vous allez me dire, très bien, Rodrigue a adopté un petit chiot, félicitations Rodrigue, je ne pourrais pas te l'apporter. Désolé de te décevoir et de décevoir ta fille. Maintenant, dans cet exercice, qui peut paraître simple, c'est, souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'attendent vos clients pour savoir quoi mettre en place en termes d'observabilité? Rodrigue, ou vous-même qui avez fait l'exercice, vous voulez adopter un animal. Est-ce que vous voulez que l'animal il parcourt 3000 km pour arriver chez vous? La réponse est évidemment non. On reste humain et on va vouloir que l'animal soit à proximité de notre domicile, de manière à ce qu'il soit amené dans des très bonnes conditions. Le choix, il voulait un petit chiot blanc, vous vouliez un lapin, un chaton, vous vouliez avoir un choix suffisamment pour répondre à votre besoin. Donc une diversification d'animaux qui était proposée. Le prix, nous on est une association, Rodrigue est un client, il va vouloir venir et va vouloir nous mettre en compétition. La sécurité, il a quand même renseigné, même si vous l'avez vu très rapidement, sa carte bleue. Et donc, dans ces données-là, il est quand même un petit peu attentif à ces données de sécurité et son adresse. Le temps de chargement de la page. Temps de chargement de la page. Rodrigue, il va vouloir faire en sorte que la page soit quand même affichée rapidement et que le site réponde rapidement. Parce que si le site connaît des lenteurs et des erreurs 5xx ou 4xx, il ne va pas vouloir. Et enfin, la partie recherche, faire en sorte qu'il y ait fluidité sur le site pour répondre à son besoin. Ça, c'est ce que attendent les clients, c'est le niveau de service, quelque part, de ce qu'attendent vos clients. Maintenant, positionnons-nous, nous, côté entreprise, côté de l'association, et quelles métriques on va vouloir mettre en place pour répondre aux besoins de notre vision d'observabilité dans l'entreprise. On a un service qui s'appelle RUM, Real Using Monitoring, qui va permettre de pouvoir compléter des données d'observabilité via du JavaScript intégré sur votre site, pour nourrir la partie navigation de votre site et venir compléter les données d'observabilité back-end que vous avez déjà. Et toute la journée sur Ask an Architect, j'ai reçu beaucoup de demandes clients qui me disaient « mais moi, mon cluster, il va très bien. J'ai regardé toutes les métriques de mon cluster, il fonctionne bien. Ma base de données, elle va bien. Mais j'ai toujours des lenteurs sur mon site. Qu'est-ce que je dois faire? Tout va bien, côté back-end. » Compléter les données avec Real User Monitoring pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la navigation cliente et venir nourrir de métriques additionnelles les données. Voyons ça un petit peu en image. Donc, en vidéo. On va capter le temps de chargement de la page. Données simples, mais qui va répondre à la problématique. On l'a tous eu dans la salle, j'en suis persuadé, ou alors ceux qui ne l'ont pas eu, lèvent la main, de quelqu'un qui vient nous voir en disant « j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que le site ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre le site sur notre navigateur. Mais regarde, ça marche bien. » Donc, blague à part, on va capter ces données-là. Real User Monitoring va capter les données de ce qu'on appelle et s'appuyer sur des métriques, sur des 3 piliers qui s'appellent les Web Core Vitals, qui vont permettre de mesurer la satisfaction de nos utilisateurs selon ces 3 domaines. Donc on va retrouver ces domaines-là, on va pouvoir naviguer, on va pouvoir les filtrer, on va avoir la vision globale comme la vision par page. On va pouvoir avoir l'état de téléchargement, on l'a vu au niveau du DOM, on peut avoir les first byte download pour savoir à partir du moment où ça a été téléchargé. Et là par exemple sur la page, on peut le voir sur la page Take Me Home, on était à 10 secondes
10 secondes de temps d'affichage de la page. Est-ce que c'est normal qu'on va autoriser un affichage de 10 secondes pour valider un panier d'achat, excusez-moi du terme, sur l'adoption? Et on voit qu'entre les lapins et les chiots, il y a du temps d'affichage qui est différent. Les lapins, pour ceux qui sont fond, il y a 3 secondes en moyenne pour afficher le contenu d'un lapin sélectionné versus un chiot qui est plutôt à 600 millisecondes. On va pouvoir avoir une vision par session, pour pouvoir retracer au niveau de la session de navigation du client, quelle page a-t-il consulté, retrouver ces mêmes données du Web Core Vitals, de la satisfaction cliente par page, par session. On va pouvoir même l'avoir par browser si on va vouloir investiguer de manière plus approfondie. Et on va pouvoir également aller sur la reproduction d'un Customer Workflow ou Customer Journey, comme on aime le dire, à travers un diagramme de Sankey. Donc savoir un petit peu comment est réparti et d'où les utilisateurs sont venus et où ont été navigués. De manière un petit peu à comprendre également, est-ce que je dois implémenter du monitoring sur l'intégralité de mes pages ou bien est-ce que je dois plutôt me concentrer sur certaines pages. Ça, c'est côté navigation. Maintenant, côté, imaginez, je suis le CTO ou je suis le CEO. Et côté CEO, je vais vouloir voir un petit peu l'état de comment se passe l'adoption de mes animaux par animal, par heure, versus le jour précédent. Parce que j'ai envie d'avoir une vision, je dois assurer de la rentabilité de mon association. Également, côté revenu, je vais mettre en place des jauges pour savoir un petit peu comment se passe le revenu, parce que malgré tout, je dois prodiguer les bons soins à mes animaux et je dois faire en sorte que mon association est rentable. Côté traffic manager, imaginons, on va vouloir voir un petit peu comment se passe la campagne et voir un petit peu comment ça évolue au fil du temps au niveau des sessions qui ont été créées versus les heures précédentes ou les jours précédentes. L'origine de provenance également, on a mis un graphique d'origine de provenance. Et maintenant, côté DevOps et côté SRE, on va vouloir avoir une vision qui va plutôt synthétiser pour s'assurer de la bonne performance de notre site. Pour cela, on a reproduit des jauges qui vont nous redonner les données du Web Core Vitals et on va les compléter de manière additionnelle parce que souvenez-vous, RUM a été utilisé sur la base du trafic, du vrai trafic réalisé par nos utilisateurs. Mais imaginez la nuit, j'ai pas de trafic. Comment je vais simuler? On va utiliser Synthetix, Amazon CloudWatch Synthetix, qui va nous permettre de créer du trafic que ferait un bot pour reproduire un petit peu cette investigation. Et là, on a une sonde qui était à 85%, et on a implémenté du tracing pour faire de la vision end-to-end. Et avec X-Ray, qui est notre service de tracing sur AWS, on va investiguer sur une API, parce qu'on a vu qu'on était qu'à 85% de réponses positives sur cette tracing. Et en investiguant sur ce tracing, on va aller voir sur une session qui était en 5xx. Et sur cette session en 5xx, on va voir les différents composants qui ont été imbriqués dans l'appel de cette API. On va voir qu'il y a de l'EC2, de l'ECS Fargate, du S3, de la DynamoDB. Et de manière tracing, on va pouvoir voir les différents appels, ce que l'on appelle sur X-Ray des segments et des sous-segments, et pouvoir décomposer un petit peu les différentes étapes d'appel de ces requêtes, et voir qu'en fin de compte, dans les investigations, on avait un create bucket sur une appel API. À partir de là, on regarde les exceptions, on voit un access denied, on remonte ça aux équipes de développement. Déjà, on se pose la question, est-ce qu'il y a un API d'un create bucket sur un search, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et la force également de X-Ray, c'est qu'à chaque moment, vous êtes capable donc d'effectuer du tracing et de pouvoir corréler ce tracing avec vos logs. Et ça, c'est également une force en termes d'observabilité. Cette vision des triptyques, à savoir des logs, des traces et des métriques. Alors maintenant qu'on a vu la partie du pourquoi il fallait investiguer et du d'où on démarrait, voyons un petit peu avec Rodrigue comment et avec quel outil. Merci, merci Sébastien. Du coup, moi, je vais toujours attendre mes chiots, je pense. J'espère les recevoir ce soir. Donc, on va voir, avec ce que Sébastien nous a montré, on va voir maintenant comment est-ce qu'on fait tout ça. On va aller un peu plus en profondeur. Et ce qui est important, c'est d'observer ce qui compte. Comme Sébastien l'a dit,
c'est bien de pouvoir mettre de la visibilité sur des métriques un peu partout, mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui fait sens pour le business, pour le métier? Les applications vont toujours fonctionner pour une raison métier, et il faut pouvoir remonter à ces besoins-là, peu importe ces raisons-là. Ici, on parle de clients, chiffre de vente, mais ça peut être des métriques un peu plus techniques, mais il faut que ce soit quand même toujours lié au métier. Et ensuite, une fois qu'on les a définis, bah, c'est toujours plus simple de mesurer après ces objectifs. Donc, pour le faire, on a plusieurs indicateurs qu'on peut positionner, des KPI, des SLO. On verra comment on peut le faire sur AWS. Et aussi, imaginer un peu à quoi ressemble le succès. On peut se retrouver devant des graphes, voir des couleurs, voir des indicateurs. Mais est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Définir des indicateurs métiers et pouvoir positionner les seuils maximum, minimum peuvent nous aider à comprendre ce que signifient ces tableaux de performance. Et ensuite, on a parlé des sources, donc métriques, traces et logs. Donc il faut pouvoir les connecter, à les collecter, les agréger, les extraire et ensuite planifier un peu à l'avance comment les utiliser, comment les exploiter en situation d'événements opérationnels. Et ensuite, on a parlé de tableau de bord. Sébastien vous a montré un dashboard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi distinguer les acteurs en fonction des tableaux de bord. On peut avoir des tableaux de bord qui ne parlent pas, qui peuvent s'exprimer différemment en fonction de ceux qui les utilisent. Donc là, par exemple, pour des audiences de type métier, ça va être peut-être le coût, les capacités. Et il faut pouvoir partir d'un haut niveau à un bas niveau en termes de dashboard, vraiment partir de métriques métiers, descendre jusqu'aux métriques purement infrastructure. Et donc, du coup, parler de chiffres de vente et de chiffres de vente descendre jusqu'aux métriques de CPU, mémoire, vraiment de pure infrastructure, en rajoutant après nos propres exigences. Ensuite, on va parler d'alerting. Sur les alertes ou les alarmes, il faut définir des critères. Ce qui est important pour les alarmes, c'est pas d'en avoir beaucoup, mais c'est encore important d'avoir défini bien les objectifs auparavant, parce qu'une fois qu'on a bien défini les objectifs, on a bien défini nos seuils, nos alarmes peuvent être mieux calibrées. Il faut définir des actions. En général, c'est mieux si les alertes sont automatisables. Si on a des actions automatisables, on peut prendre des actions, y remédier automatiquement par des systèmes. Et sinon, moi, j'ai pas envie d'être réveillé. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a été réveillé une fois à 2 heures du matin parce que le CPU était à 100%. Mais franchement, c'est pas utile du tout. Ça peut être automatisé, on peut gagner du temps et on peut éviter le stress. Et moi, j'ai déjà entendu cette alerte, c'est normal. Non, ça ne devrait pas être le cas. Il ne devrait pas avoir d'alerte normale. Si une alerte c'est normal, bah, du coup, il faut la supprimer ou il faut en faire quelque chose. Parce que sinon, les vraies alertes passent sous la trappe et on peut rater des incidents de cette façon-là. Et également, après des incidents, il faut faire des revues. Il faut se poser, revoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, faire des post-mortem et améliorer le système. S'il faut apporter des correctifs côté applicatif, il faut le faire. Et en parlant d'alarme, quelque chose qu'on a lancé sur AWS il y a quelques mois, à reInvent l'année dernière, c'est CloudWatch SLO. Donc c'est une approche structurée aux alarmes qui permettent de vraiment définir de façon systématique un budget d'erreur sur lequel on va définir des actions. Donc par exemple, un exemple que je prends toujours par rapport à SLO, c'est si on prend une alarme qui se déclenche toutes les 5 minutes, qui s'évalue toutes les minutes et qui se déclenche au bout de 2 itérations. Je veux vérifier par exemple que ma latence ne dépasse pas 100 millisecondes. Donc à chaque fois que j'ai 101 millisecondes, bah, potentiellement j'ai un cas d'alarme. Mais je ne vais pas non plus déclencher l'alarme tout de suite. Je veux que ce soit avéré. Je veux attendre la 2e minute, faire 2 ou 3 évaluations et ensuite déclencher mon alarme. Mais pendant ce temps, la 2e fois que l'alarme est déclenchée, il y a un vrai client qui a pris 101 millisecondes ou 110 millisecondes. Et dans des vrais cas, c'est potentiellement de l'argent qu'on perd.
Et donc, du coup, avec les SLO, c'est plutôt structuré de façon à ce qu'à chaque fois qu'on va dépasser le budget, on va dépasser le seuil, bah, on va décrémenter un budget, et ce qui nous permet après de prioriser des actions backlog, par exemple, d'aller améliorer ce qu'il faut. Donc CloudWatch SLO, c'est disponible depuis l'an dernier. Beaucoup de clients le font aujourd'hui en utilisant CloudWatch et des métriques maths, en faisant des expressions mathématiques avec les métriques. Mais aujourd'hui, nous avons un outil intégré qui le fait avec une console. Et c'est disponible sur toutes les métriques CloudWatch que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Et ensuite, le point suivant, c'est l'itération. Sébastien l'a dit, on est dans un voyage, et en fait, finalement, ce qu'on va décider aujourd'hui peut être désuet demain, parce qu'il va y avoir un incident, parce que les architectures vont changer, voilà, pour plein de raisons. Et du coup, il faut itérer, il faut passer en revue régulièrement, et surtout après les incidents. Donc chez Amazon, on a quelque chose qui s'appelle la flywheel. Donc c'est un cercle vertueux itératif qui permet d'améliorer à pas mal de choses. La flywheel s'applique à beaucoup de choses, mais pour l'observabilité, on va partir d'un besoin d'un persona qui sont les acteurs de l'entreprise, définir des objectifs, des KPI, collecter ces données-là, faire en sorte que si on sait ce qu'on veut collecter, si on sait la donnée qu'on veut avoir, bah, du coup, c'est plus facile d'aller collecter les bonnes informations, que ça ne nous coûte pas trop cher, qu'on ne collecte pas à toute la Terre, et après qu'on galère un peu à trouver ce qu'on veut. Et ensuite, qui nous permettent de prendre des décisions, d'améliorer l'expérience client, les besoins clients, etc. Et du coup, reprendre tout le cycle à chaque fois. Alors, sur AWS, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de stratégie et on vous a montré quelques infos, mais sur AWS, nous avons plusieurs services qui nous permettent d'arriver à ces informations-là. On a les services natifs Amazon CloudWatch. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent CloudWatch, et CloudWatch a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de fonctionnalités pour faire de l'observabilité vraiment de bout en bout, depuis le end user jusqu'à l'infrastructure bas niveau. Et donc, du coup, on a ces services-là qui sont tous imbriqués dans CloudWatch aujourd'hui, mais on a aussi des clients qui nous ont remonté, qu'ils ont besoin de services managés open source, parce que open source, ça peut être difficile à gérer soi-même, surtout si on a une petite équipe, si on n'a pas beaucoup d'expertise. Donc, nous avons des services comme Manage Prometheus, qui permettent de scaler l'ingestion de métriques au format Prometheus sur AWS, avec l'intégration de Grafana. Nous avons aussi OpenSearch pour la partie log. Alors, donc aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur la partie service natif. Et Sébastien et moi, nous sommes disponibles après pour discuter de vos use cases si besoin. Alors, donc avec à re:Invent l'an dernier, nous avons lancé CloudWatch Application Signal. Ça a été lancé par Werner Vogels l'an dernier. C'est un service qui permet de faire de simplifier l'observabilité pour les clients, qui permet justement de ne pas faire d'instrumentation. Parce que l'un des composants pour pouvoir démarrer de l'observabilité, c'est de faire de l'instrumentation. Aller collecter de la donnée, collecter des logs, des métriques et tout ça. Et ça peut être difficile dans des applications où on n'a pas trop la main, ou même on n'a pas peut-être envie de mettre l'effort. Et CloudWatch Application Signals permet de collecter de la donnée, de la restituer. Et on va vous montrer ça en démo tout à l'heure. Et récemment, on a lancé le support de Python. Donc, si vous avez des applications en Python, pas besoin de faire de l'instrumentation, et nous allons pouvoir collecter de la donnée d'observabilité et la pré-mâcher pour vous. Également, sur la partie container, je donne un peu les dernières annonces, mais sur la partie container, si vous avez... donc, Container Insight, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a longtemps. On l'a revu l'année dernière avec des métriques un peu plus en profondeur. Pour les clients qui utilisent EKS, on va donner des métriques du plan de contrôle agrégé avec des beaux dashboards. Et désormais, si vous avez des workloads de type GPU, NVIDIA, vous pouvez avoir ces métriques-là aussi de façon native et automatique. Alors, donc on va aller dans la console CloudWatch
Et sur le côté gauche, vous allez voir Application Signals avec une cartographie des services. Donc, je vais prendre un subset de ce que Sébastien a présenté sur l'adoption des animaux. Moi, je vais faire une application de visite clinique pour les vétérinaires, pour les animaux. On reste sur le thème. Et du coup, là, par exemple, on va avoir une cartographie qui se présente à nous. C'est une cartographie qui a été découverte automatiquement parce qu'on a déployé une application dans un cluster et on a autorisé Application Signals. Donc là, je vais voir, par exemple, des tests automatiques. Donc, d'où viennent mes transactions? Donc, si vous avez des clients, là, ce serait un client. Donc, on voit la durée des transactions de bout en bout. Donc, ça, c'est un test automatisé. On va avoir un service avec une couleur rouge, là, parce qu'on a défini un SLO. Donc, un SLO, c'est vraiment un critère business sur lequel on a dit, pour l'application, je veux que chercher un honneur, ce soit en dessous de X millisecondes, par exemple. Donc, ça peut être n'importe quoi dans votre propre langage. Et ici, on va voir où est-ce que l'application elle est installée dans le cluster. Donc, on voit le cluster, le namespace et dans quel workload Kubernetes il est déployé. On va voir des métriques comme volume, latence, erreur et faute. Donc, on peut voir les SLO associés avec l'intégration qui est faite. Donc, ensuite, on va voir les services, tous les autres services, et vous allez voir de façon consistante, volume, latence, erreur et faute vont revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi les dépendances externes. Donc, des fois, les services, ils marchent souvent avec des services externes, des providers sur lesquels on n'a pas la main. Mais avec Application Signals dans CloudWatch, on va pouvoir récupérer de la donnée et aussi avec ces dépendances-là, avec quels services ils sont associés. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, un top de dépendance avec des erreurs, un top de dépendance avec de la latence, par exemple. Une dépendance peut être associée à plusieurs services et on veut pouvoir voir peut-être le top 5 ou le top 10, vraiment savoir qu'est-ce qui doit attirer notre attention. Donc voilà, donc là on a cette cartographie-là, elle peut être plus grande en fonction. Et si on va en détail sur un service, on va voir un peu plus de données. Donc ça, c'est des tableaux de bord qui ont été préfaits avec le volume d'appels sur le service par endpoint. Donc, on va découvrir tous les endpoints de l'application. Donc là, on les voit là, ici, get, post, etc. Et en fonction de l'endpoint qu'on va sélectionner, on va voir des données qui vont changer à côté. Donc la latence associée en percentile du P99 au P50 avec les erreurs associées s'il y en a. Donc en sélectionnant un point de données, je peux voir les données de traces associées. Donc Sébastien a parlé de X-Ray tout à l'heure. Donc on va faire une intégration avec X-Ray donc pour vous montrer la transaction de bout en bout. Donc vous allez voir la transaction qui part, dans mon cas ici, d'un test automatisé au conteneur, aux différents services dans EKS qui s'imbriquent. Et ensuite, on va pouvoir voir les détails de cette transaction comme Sébastien a montré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une colonne ici qui s'appelle hosted-in qui va nous montrer exactement dans quel pod EKS dans lequel cette transaction s'est déroulée. Donc si on veut vraiment investiguer en profondeur, donc là on est parti de SLO, de combien de CHIO je veux avoir, à dans quel pod cette transaction s'est passée. Donc du coup je peux voir dans CloudWatch Container Insights, ce que j'ai présenté tout à l'heure, le cluster dans lequel il est sélectionné. Donc on voit il y a un filtre qui s'est fait avec l'ensemble des métriques du pod. Donc là, on voit vraiment les fils du namespace, du workload, du pod. Donc ça évite d'aller chercher un peu partout. J'ai une métrique, j'ai une alarme. Oh mon Dieu, où est-ce que ça se passe? Où est-ce que je trouve cette info? Donc on va vraiment pré-mâcher, agréger ces données-là pour vous et vous permettre d'aller vraiment fouiller l'information clé à ce moment précis. Donc là, par exemple, je peux dire que... voilà. Donc si je reviens en arrière, par exemple, ici, j'ai l'ensemble de mes clusters. Donc ça, c'est pour la partie container. Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on va vous donner un aperçu sur le plan de contrôle Kubernetes pour voir si vraiment il y a quelque chose qui doit attirer votre attention. Vous pouvez avoir une centaine de clusters. Est-ce que c'est utile de tous les voir, de voir toutes les métriques? Ici, on va vous donner un top N.
Donc vous allez peut-être sélectionner un cluster, voir pourquoi peut-être ce cluster il est surutilisé ou sous-utilisé. Donc il y a plusieurs leviers ici pour filtrer la donnée et d'aller faire de l'investigation. Donc si je prends un cluster n'importe lequel et que je vais dans l'onglet Application Signals, je vais pouvoir voir les services qui ont été déployés, qui ont été détectés par CloudWatch et aussi retomber dans le dashboard dont je vous ai parlé. Alors, donc, sur la page d'accueil, j'ai l'ensemble des SLO que j'ai positionnés et leur statut. Je vais voir aussi le top N. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on a mis de façon continue et systématique. C'est donner un top N. J'ai une centaine, peut-être j'ai un millier de services. On va vous donner quels sont les services sous lesquels il y a le plus de fautes, il y a le plus d'erreurs, il y a le plus d'échecs. Et du coup, pour attirer votre attention. Moi, j'ai un client qui a déployé CloudWatch Application Signals et qui me dit « Ah, on ne savait pas qu'on avait un composant réseau sur lequel on dépendait parce qu'on l'a déployé il y a longtemps. » Donc, ça permet de remettre un peu en lumière des informations qui manqueraient, par exemple. On va le faire aussi pour les dépendances et pour les opérations. Donc, vraiment, en API, on va vous montrer le détail de chaque API et on va vous faire un top N sur ces infos-là. Il faut savoir qu'on va collecter automatiquement de la donnée et c'est pas magique. Je vais vous montrer comment ça marche derrière. Mais aussi ici, on va vous montrer le top N sur les dépendances par faute. Donc, comment est-ce que... et du coup, là, si on a des SLO aussi, on va pouvoir voir combien de fois on dépasse dans le seuil qu'on a positionné, le budget qui nous reste. Donc là, ici, par exemple, j'ai un budget qui a été consommé à 79%. Donc je sais que je n'ai pas toujours respecté mon SLO. Et du coup, je vais pouvoir aller fouiller en profondeur. Il me reste 11 minutes. Et donc, du coup, j'ai 11 minutes de compte contractuel sur lesquels je vais pouvoir aller prioriser en fait, mes actions du backlog. Alors, je peux créer aussi des SLO sur des métriques existantes, comme j'avais montré tout à l'heure. Alors, donc, c'est pas magique. Et si on voit la création de CloudWatch Application Signals, comment ça se fait aujourd'hui? Si vous avez un cluster EKS ou Kubernetes ou EC2 ou ECS, nous avons de la documentation, mais pour EKS, il y a une intégration un peu plus poussée. Donc, vous allez sélectionner un cluster, activer CloudWatch Application Signals, vous allez déployer vos applications et vous allez nous dire les services sur lesquels vous voulez ce service activer. Donc, vous pouvez annoter un workload dans Kubernetes et du coup, on va considérer ce workload-là, injecter de l'auto-instrumentation avec OpenTelemetry. Vous pouvez sélectionner un namespace entier sur lequel on va injecter de l'auto-instrumentation. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que une fois que vous annotez vos services dans EKS, et du coup, ça va être un équivalent pour ECS ou pour EC2, mais ce qui va se passer, c'est que nous, on va injecter de l'auto-instrumentation, on va collecter avec les SDK de OpenTelemetry 100% des transactions. Donc, il n'y a pas de sampling, nous, on va convertir toutes ces données-là en métriques dans CloudWatch, et derrière, on va associer du tracing pour vous, aussi dans AWS X-Ray. Le sampling va être fait à 5%, mais vous pouvez changer après la donnée comme vous voulez. Alors, je rentre dans ces détails-là parce que c'est une session 300, mais après, ravi de pouvoir en discuter en long et en large. Alors, donc une fois que les services sont annotés, du coup, on va voir ce qui se passe dans le... Donc là, je suis sur mon cluster. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond. Mais là, j'ai plusieurs namespaces, donc avec Amazon CloudWatch. Donc, ce qui va se passer derrière, donc nous, on va lancer un opérateur CloudWatch dans le cluster qui va faire tourner, des collecteurs. Donc, il y a un contrôleur pour s'assurer que les collecteurs CloudWatch fonctionnent bien. Donc, par environnement, on va lancer un collecteur CloudWatch pour les métriques et les traces. On va collecter vos logs avec FluentBit. Donc, tout ça, ça se fait automatiquement. Là, je vous montre un peu les mécaniques de qu'est-ce qui se passe en dessous. Mais là, on voit, par exemple, l'ensemble des services, donc Pet Clinic, Visit Service. Et si on inspecte un peu l'un des pods,
qu'est-ce qui va se passer? Donc, au moment où vous allez injecter l'auto-instrumentation, avec la notation inject OpenTelemetry true, on va rajouter un agent OpenTelemetry pour vous. Donc, vous voyez en commande CP, Java, Jean-Jar, OpenTelemetry, etc. Donc, c'est quelque chose que nous allons manager. On va contribuer, nous, dans OpenTelemetry pour le faire. Et ensuite, on va injecter un certain nombre de dépendances. Donc, par exemple, on va collecter les informations on va collecter les informations environnantes, donc le pod, le service, ce pourquoi on est capable de vous restituer ces dashboards en sachant exactement dans quel pod une transaction elle s'est déroulée. Donc on voit ici là un ensemble de variables d'environnement avec ces informations, où est-ce qu'elles vont et tout ça. Voilà. Et donc du coup, donc, ici on est capable de voir le nom du pod, le nom du conteneur, le nom du service et plein d'autres informations associées. Donc c'est pas de la magie, mais c'est du travail, beaucoup de travail qui a été simplifié pour vous. Et finalement, c'est des métriques dans CloudWatch, donc on peut en faire ce qu'on veut, on peut les extraire, on peut les envoyer vers d'autres systèmes, on peut mettre des alertings là-dessus. Donc si je vais dans CloudWatch Application Signals, dans CloudWatch, vous allez voir toutes les métriques avec tous vos endpoints qui ont été découverts et sur lesquels on va pousser constamment des métriques à 100% du temps. Alors, en récapitulatif, l'observabilité, c'est un chemin et il faut évaluer votre maturité, il faut voir pourquoi est-ce qu'on veut y aller. C'est important, ça permet de réduire l'impact business lors des incidents, ça vous permet de prendre des décisions basées sur la donnée et pour le faire, c'est important de définir des objectifs métiers. Sinon, on va collecter de la donnée et on ne saura pas quoi en faire, ça va nous coûter cher et pour rien. Donc, une fois qu'on a défini nos objectifs métiers, il faut définir des alarmes, des SLO, en suivant toutes les bonnes pratiques. Nous avons le modèle de maturité qui est disponible, open source, que vous pouvez revoir. Et pour aller plus loin, tous les concepts que nous avons énoncés, et même plus, Prometheus, Grafana, sont disponibles dans un workshop, One Observability Workshop, qui est disponible aussi publiquement. Je vous remercie de votre temps. Je vais vous demander aussi de prendre un peu de temps pour le feedback. On parle d'observabilité, on a besoin de métriques, donc donnez-nous des métriques. Et si vous êtes content, mettez-nous 5 étoiles. Donnez-nous des feedbacks si vous voulez voir quelque chose de plus l'année prochaine, si vous avez envie de voir des services en particulier, dites-le nous, faites-le nous savoir. Merci à tout le monde pour votre attention. Merci beaucoup.